suis avec Elsa, donc maître, qui est hématobiologiste au CHU de Caen. Donc, on va vous présenter notre groupe, qui est le groupe qui vient d'être formé sous la présidence de Xavier Troussard, le groupe TRICO, qui s'intéresse donc à la leucémie et tricholococyte et aux entités voisines. Voici mes liens d'intérêt. Voici ceux d'Elsa. Je vais commencer par une petite présentation de notre groupe, qui est un groupe ouvert aux nouveaux, pour ceux qui sont intéressés. Donc, bien sûr, Xavier Troussard, moi-même, Elsa, maître, Cécile Tomoviac de Poitiers et Luca Nishapa, ici présent, qui est à Nice. Toute personne intéressée, donc clinicien ou biologiste, peut nous envoyer un mail à l'adresse de Xavier, donc jeune et moins jeune. Voilà. Je laisse la parole à Elsa pour la partie biologie. Bonjour à tous, merci. Donc, on va juste vous présenter quelques résultats issus de la cohorte des prélèvements, notamment que vous nous avez tous envoyés, et je vous remercie pour cela. Que retenir en 2024 de la classification des leucémies à tricholococytes et formes variantes? La plupart des diagnostics, finalement, sont assez caractéristiques et sont plutôt faciles. Dans la forme classique de la maladie, on retrouvera cette monocytopénie, un score immunophénotypique classique au moins supérieur à 3 et la fameuse mutation BRAF V600E. Alors que dans la forme variante de la maladie, classiquement, c'est CD25- et BRAF V600E est absent. Ce qui nous pose plus problème... Ah oui, ça passe pas du tout. Donc ça va peut-être faire ça tout le long. C'est ce qui est mal appelé ici, les formes tricho BRAF wild type. En fait, c'est pas vraiment BRAF wild type, mais en tout cas, c'est non BRAF V600E. Donc c'est des cas rares, mais ils sont un peu compliqués. En effet, clairement, il y en a certains qui se rapprochent plus de la forme classique, avec toujours cette monocytopénie, le fait qu'il y a un score tricho tout à fait classique et l'absence d'immunoglobulines non mutées. Et par contre, on a un groupe qui se rapproche, lui, plus de la forme variante, bien qu'il ait un phénotype tout à fait classique. Ces formes-là, on retrouvera notamment un répertoire des IgHV de type VH4-34 non muté et dans la majorité des cas, une mutation de MAP2K1, on va y revenir. Donc, BRAF V600E, vous le savez, ça a été publié en 2011. C'est vraiment la mutation classique de la forme classique qui est présente dans plus de 95% des cas. C'est une mutation qui est très précoce. Elle a été retrouvée dès la cellule souche hématopoïétique dans les études de tri et c'est aussi confirmé dans les études de whole génome quand on revient à la cellule d'origine. Ce qui a été démontré plus récemment, c'est que finalement, les trichos BRAF wild type, ils ne sont pas si BRAF wild type que ça. On retrouve des mutations alternatives, donc initialement publiées dans l'exon 15, donc le même exon que BRAF V600E, mais également dans l'exon 11. Et il y a 2 cas cliniques qui ont montré chez des patients non mutés BRAF une translocation BRAF-IGH. Donc finalement, ces formes classiques qui ont... pas la mutation, ont quand même un événement génétique qui entraîne l'activation de la voie des MAP kinases. Il faut faire attention aussi, on a mis en évidence des mutations synonymes qui sont vraiment très proches de BRAF V600E. Donc là, BRAF V600E, les mutations synonymes qui sont tout à côté. Et le souci, c'est qu'elles peuvent négativer les PCR allèles spécifiques parce que ça empêche la sonde de se fixer. Donc on peut se retrouver avec des faux BRAF wild type parce que la PCR n'a pas fonctionné correctement. Et là, pour lever le doute, il faut faire du NGS. Donc voilà, là, c'était par digital PCR. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que ces formes dites tricho-BRAF wild type sont vraiment des tricholeucocytes? Donc on peut se rapprocher d'autres marqueurs moléculaires, notamment le répertoire des immunoglobulines. En effet, dans les formes classiques BRAF mutées, la plupart ont un BCR hyper muté. Et lorsqu'on s'intéresse aux petites séries, mais si on les regroupe, des trichos classiques, donc exprimant le CD25, qui n'ont pas BRAF V600E, il y a quand même un sacré biais vers des IgHV non mutés et tous ont exclusivement un répertoire VH4-34 et quand même la majorité ont une mutation de MAP2K1. Donc ça, c'est assez intriguant parce que c'est des caractéristiques qu'on retrouve également dans la forme variante de la maladie. Et on sait que ce soit la forme classique ou la forme variante, et notamment celle qu'on sait caractéristique, elles répondent moins bien aux analogues de purine.
Donc très probablement, lorsque vous avez des tricholococytes dites BRAF wild type, il faut absolument savoir si elles se rapprochent plus des formes classiques ou plus des formes mutées. Du point de vue cellulaire, on s'est intéressé à l'expression du CD26. En effet, sur des premières études d'expression, on avait retrouvé une surexpression du CD26 qu'on a confirmé sur le plan protéique. Donc, dans la majorité des formes classiques, alors là, toute petite cohorte, on n'en a passé que 2, mais en tout cas, nos tricholococytes BRAF wild type qui sont proches de la forme variante expriment aussi le CD26, donc ça ne va pas nous aider à les déclasser. Ce qui peut nous aider, c'est que parfois, on n'a pas toujours un score phénotypique à 4 sur 4 avec la coexpression des 4 marqueurs, CD 103, 123, 25 et en C. Et dans ces cas qui ont un score à 3, on peut toujours se poser la question, est-ce que c'est quand même une vraie forme classique ou les autres entités à cellules chevelues? Et ben, dans ce cas-là, le CD26 peut être utile parce qu'il est exprimé dans la plupart de nos formes classiques. Ça reste une petite cohorte, les scores 3. On s'est également intéressé au profil des immunoglobulines. On retombe sur les publications initiales avec, dans la forme classique de la maladie, plutôt un répertoire VH3, ou quand c'est VH4, c'est VH4 39 ou 59, et dans la majorité des cas, c'est hypermuté. Par contre, on l'a déjà vu, dans les formes un peu frontières, on retrouve du VH4-34 non muté. Et chez les formes variantes de la maladie, c'est un peu dispersé. Il y a ceux qui sont complètement non mutés et majoritairement des VH4-34, et ceux qui sont plutôt mutés avec d'autres répertoires. Et probablement aussi que c'est deux entités un peu différentes finalement. Donc, on a voulu s'intéresser un peu plus à ces proliférations vileuses VH4-34, donc une cohorte de 13 patients. Ce qu'on peut voir, c'est que la majorité sont quand même non mutés, mais on en a quelques-uns qui sont hypermutés. Et finalement, parmi ces VH4 hypermutés, on retrouve nos formes classiques, alors que ce n'est pas le cas chez les non mutés, on n'a pas de forme classique. On a voulu aussi, comme dans la LLC, voir s'il y avait une sorte de stéréotypie du BCR, vu qu'il y avait ce biais vers le VH4-34. Ça n'a pas l'air d'être retrouvé, en tout cas sur cette petite cohorte. Comme on avait ces données de séquençage à haut débit, on a voulu regarder on a fait une autre analyse, et cette fois, c'est des sites de N-glycosylation sur le BCR. En effet, il a été montré, notamment sur les proliférations vraiment du centre germinatif, que ce soit le lymphome folliculaire, le Burkitt, le lymphome à grande cellule type GC, il y avait une acquisition via les SHM de sites de N-glycosylation, et cette N-glycosylation, elle permettait un rapport avec le micro-environnement plus important et donc de stimuler le BCR. Ça a été recherché une fois sur un article dans la leucémie à tricholococytes, et il a été montré que c'était peu retrouvé, donc 6%, dans 6% des cas. Ça nous a quand même titillé, en effet, parce que le répertoire VH4-34, il contient un site naturel de N-glycosylation. Donc il y a quand même l'air d'avoir un biais de ce côté-là. Donc si on s'intéresse aux formes classiques de la maladie, il y en avait 5 qui avaient un site naturel de N-glycosylation, donc nos fameux VH4-34. Et ce qui était rigolo, c'est que ces deux patients-là, ils ont perdu ce site naturel de N-glycosylation, soit pour en acquérir un nouveau sur une autre zone, la zone FR3, soit ils l'ont juste perdu. Et donc, tous ces patients avaient un statut hypermuté. Et cet autre patient avait une acquisition de site de N-glycosylation. Et pour la majorité, c'est ici les verts foncés, également en FR3. On va le voir, ça a une importance. Si on s'intéresse à notre cohorte VH4-34, le site naturel de N-glycosylation est en CDR2. Ils l'ont tous et ils ne l'ont pas perdu parce qu'ils ne sont pas hypermutés. Donc, si on compile tout ça, finalement, on se retrouve avec deux clusters. Un cluster en CDR2, et c'est plutôt le cluster de N-glycosylation qui est bien décrit dans les lymphomes, et notamment dans le lymphome folliculaire, et un cluster plutôt en FR3, et là, ce n'est pas vraiment décrit dans les lymphomes, c'est plutôt décrit dans les lymphocytes B, qui sont autoréactifs des maladies auto-immunes. Donc, ça nous ouvre plusieurs questions, notamment si ça a un rôle, si c'est des patients qui sont aussi une association avec des maladies auto-immunes. Enfin, on a beaucoup de choses à explorer de ce côté-là. Et j'en ai fini. Je vais maintenant vous présenter nos projets cliniques. Ce sont des projets pour l'instant, donc des appels au cas.
Tout d'abord, on voudrait s'intéresser aux formes hyperleucocytaires. On sait que certains patients ayant une leucémie tricholeucocyte ont une hyperleucocytose. C'est souvent des formes variantes, mais pas que. On sait qu'ils ont un pronostic moins favorable, qu'ils ont tendance à moins bien répondre aux analogues des purines en monothérapie et qu'ils sont plus souvent associés à des localisations extramédulaires. Donc on fait un appel au cas, aux études, aux cas rétrospectifs, et nous invitons à envoyer un mail à Lucas Inchapa de Nice si vous avez de tels patients. Autre projet clinique, c'est de rapporter un groupe de patients de manière rétrospective ayant des localisations inhabituelles de leucémie tricot, que ce soit des formes classiques ou des formes variantes. Il y a de nombreux case reports dans la littérature, mais aucune cohorte rétrospective avec un nombre de patients assez important. Donc on lance aussi un appel au cas et je vous invite à m'envoyer un mail si vous avez de tels cas. Il y a eu des cas décrits au niveau du système nerveux central, comme sur cette IRM, des cas au niveau de la plèvre, du péricarde, de la peau, et aussi des cas au niveau de l'os, notamment des localisations vertébrales, avec peut-être un intérêt du TEP scanner. Si vous avez des cas de tricot avec localisation inhabituelle, essayez de faire un TEP scanner et qu'on puisse documenter ces cas et quel serait l'intérêt du TEP chez ces patients. Autre chose qui nous intéresse, c'est l'association de la leucémie tricot avec d'autres hémopathies. L'association n'est pas si rare, un peu comme dans la leucémie à grand lymphocyte à grain. Ça a été décrit dans les cohortes, notamment françaises, de Thierry Lamy de la Chapelle, avec des associations avec d'autres hémopathies. C'est pareil pour la tricot. On aimerait donc également regrouper ces cas, et donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des patients tricot qui ont une autre hémopathie maligne. Xavier Troussard s'intéresse également aux atteintes pulmonaires dans la leucémie tricholeucocyte. On sait qu'il y a des associations leucémie trico classique ou variante plus kyste pulmonaire, ce qui ouvre un lien avec l'association avec histiocytose langerhancienne ou non. On sait qu'il y a aussi des mutations BRAF-V600E dans certaines histiocytoses. Et donc si vous avez de tels cas, n'hésitez pas à les signaler à Xavier. Nous avons aussi un observatoire qui est l'observatoire Trivial, qui est ouvert à tous. 102 cas enregistrés actuellement, et c'est des données qui seront utiles et qui seront à notre disposition. Et puis on envisage également la création d'une biobanque nationale qui est en cours de réflexion et de mise en place, qui serait centralisée, des envois centralisés au CHU de Caen, au CRB du CHU de Caen, de manière à constituer une tumorothèque tricot qui serait utile pour nos projets biologiques et transversaux. Voici maintenant nos projets thérapeutiques. Ce que vous allez voir, ce sont des idées d'essais cliniques qui sont en construction. Donc ça veut dire que c'est encore à retravailler, d'une part d'un point de vue méthodologique, biostatistique, mais également d'un point de vue financier, bien sûr. Donc il y a 2 projets, un essai de phase 3 que je porte avec Cécile Tomoviac et Xavier Troussard, et un projet de phase 2 que Lucas Inchapa, moi-même et Xavier portons. Alors, il y a eu cette publication dans le New England en 2023 sur des patients tricot classiques, BRAF-V600E mutés, en première ligne, 30 malades, traités avec un régime sans chimio. Ils avaient une association de vemurafenib et d'obinutuzumab, 4 mois de vemurafenib, 5 perfusions d'obinutuzumab, 90% de réponse complète, et 96% de ces patients avaient une maladie résiduelle négative. Après un suivi médian de 3 ans, il n'y a eu aucune rechute et une excellente tolérance. Donc ça ouvre la voie éventuellement des régimes chémo-free dès la première ligne pour les patients tricot. D'où l'idée que l'on se propose d'exploiter, ce serait d'éventuellement construire un essai de phase 3 prospectif de non-infériorité pour voir si cette association chémo-free obinutuzumab vemurafenib ne pourrait pas venir concurrencer l'association que nous recommandons actuellement en première ligne, qui est l'association rituximab-cladribine, ce qui permettrait d'avoir la même efficacité, mais avec une toxicité peut-être moindre. Notamment, on sait que les cytopénies s'aggravent au début du traitement par cladribine, et avec un risque infectieux qui est notable. Le critère principal de jugement serait le taux de RC-MR des nègres, parce que ce sont bien sûr des hémopathies très indolentes, et donc ce sera un essai de non-infériorité. L'essai de phase 2, lui, concerne les IBTK. Alors, il y a eu cette publication dans Blood en 2021 sur l'ibrutinib dans la leucémie tricot. Il y a eu aussi dans Blood Advances un peu plus récemment une publication avec l'acalabrutinib, mais en tout cas, les données les plus matures sont avec l'ibru. C'est 37 malades, des tricots classiques
mais également des tricots variantes, surtout en rechute. Il y avait 2 tricots variantes en première ligne. Le critère principal de jugement, c'était la réponse globale à 32 semaines, et il y a eu un taux de réponse globale à 32 semaines de 24%. Souvent des réponses partielles, mais des réponses qui étaient durables. Donc l'idée que proposait d'exploiter Lucas, c'était de créer un essai de phase 2 monobras avec des patients qui seraient traités par un BTK inhibiteur à définir, Ibru, Acala, Zanubru, associé à un anti-CD20, Obinu, Ritux, pour les leucémies à tricot classiques en rechute ou réfractaire en 3e ligne, donc après analogue d'épurine et après Vemurafenib, ou les tricots variantes en rechute ou réfractaire, avec une durée fixe, mais dont la durée serait guidée par la MRD. Voilà donc c'est des 2 propositions. Notre petit groupe donc naissant a fait quelques publications déjà. Donc tout d'abord les recommandations francophones que nous avons fait avec plusieurs membres du groupe Tricot, ainsi qu'avec nos amis belges, suisses et du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie. Nous avons donc proposé ces recommandations 2024, les dernières datées de 2014. En première ligne dans la Tricot classique, on va garder clairement l'association cladribine, mais cette fois-ci en association avec le rituximab. Donc R-cladribine, c'est notre recommandation en première ligne pour les leucémies à tricot classiques. Et puis après, en 2e ligne, ça dépend surtout de la durée de la réponse de la première ligne. Et là, on en vient au débat qu'il y a eu juste avant sur la LLC et quand est-ce qu'on considère un patient réfractaire ou non. C'est vrai que ce n'est pas consensuel non plus, mais il nous a bien fallu dans ces recommandations définir un cut-off. Et donc clairement, on considère que si la réponse à R-cladribine a duré plus de 5 ans, on peut retraiter à nouveau par l'association R-cladribine. Avant 2 ans, il faut plutôt s'orienter vers des thérapies ciblées. Entre 2 et 5 ans, on est dans la zone grise. Il n'y a pas de bonne réponse. En 2e ligne, pour les patients donc, qui sont réfractaires ou rechuteurs précoces, donc moins de 2 ans, ou en 3e ligne, on propose plusieurs associations, et notamment l'association tramétinib dabrafenib, donc MEK inhibiteur, BRAF inhibiteur, et surtout l'association qui a été publiée par Tchachi en 2021 dans le New England, l'association rituximab vemurafenib. Nous avons également réalisé une revue en 2014, on en réalise annuellement. Vous avez dans chacune de nos revues des tableaux comparatifs entre la tricot et puis les entités voisines, donc la tricot variante, le lymphome splénique diffus de la pulpe rouge et le lymphome de la zone marginale splénique, un lymphocyte vileux, avec donc ces magnifiques photos du laboratoire de Xavier Troussard et commentées par Elsa. Luca Inchapa est actuellement en train de colliger les cas en vie réelle de patients tricot en rechute ou réfractaire traités par l'association rituximab vemurafenib. Il y a eu l'essai publié par Tchachi. On va voir si en vie réelle, on a d'aussi bons résultats. Donc, il y a eu un poster à la SFH. Actuellement, on est à 17 patients. On a un taux de réponse global de 100%. 2 rechutes pour le moment, mais avec un suivi médian qui reste court. On est en train de les actualiser. Ce qu'on s'aperçoit surtout, c'est qu'on a une disparition rapide des cytopénies, ce qui, encore une fois, est avantageux chez des patients qui ont fortement tendance à s'infecter. Si vous avez de nouveaux cas de patients en tricot en rechute ou réfractaire que vous traitez avec cette association, merci de les signaler à Luca Inchapa. Lucas est en train de faire une revue également sur la tricot, notamment la tricot variante, et focalisera aussi sur les nouveautés biologiques, dont les mutations alternatives de BRAF, dont vous a parlé Elsa dans la partie biologique. Et enfin, je termine avec quelques annonces. Tout d'abord, l'actualisation des recommandations. On a fait des recommandations, elles sont dynamiques, elles visent à être actualisées au gré de l'amélioration de nos connaissances, tout comme la LLC, tout comme le Waldenstrom. La création de la biobanque nationale dont je vous ai parlé, qui serait centralisée au CRB de Caen. On va mettre en place aussi fin 2024, début 2025, sur le même modèle que la RCP LOC pour les lymphomes cérébraux qui se fait tous les 15 jours, une RCP en visio pour les tricots et les tricots variants, qui serait une RCP mensuelle. Et puis nous souhaitons également avoir une visibilité à l'échelle internationale avec une intégration de notre groupe dans la HCL Foundation, du moins notre participation dans ce groupe qui est la Société des tricots internationale. Et puis pourquoi pas réaliser un congrès ou du moins des journées scientifiques internationales sur ce type d'hémopathie.
peut-être 2025, courant 2026, dont la première session, hommage à Xavier Troussard, pourrait se tenir bien sûr en Normandie. Je vous remercie de votre attention. Je tiens bien sûr à remercier le professeur Xavier Troussard qui est à l'origine de cette dynamique, tous les membres du groupe Tricot et tous ceux qui nous ont aidés à établir ces recommandations, tous ceux qui nous répondent pour nos observatoires. Je tiens à remercier bien sûr le philo de nous permettre cette visibilité au sein du groupe, et puis bien sûr les patients, leurs familles et les soignants. Et je vous souhaite de passer un bon moment à Angers et à Terra Botanica. Nous attendons vos questions. Merci. Merci beaucoup. On a peut-être le temps pour une ou deux questions. Juste avant, je voulais dire que le travail du conseil scientifique est fait en trinôme avec Anne et Romain, et avec l'aide précieuse